Retrouvez Human & Work avec Actual Group. Actual Group, construisons ensemble votre travail. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Human & Work. Marché du travail bouleversé, environnement hybride, nouvelles attentes, nouveaux métiers. Il est sans doute temps d'ouvrir le débat sur ce que doit être demain le travail. Dans cette optique, je reçois chaque mois des experts pour décrypter ces mutations, comprendre quels sont les enjeux et mettre en lumière les initiatives qui permettent aux entreprises de s'adapter en remettant l'humain au centre du jeu. Et pour ce premier numéro de Human & Work, je vous propose de nous intéresser aux nouvelles attentes des candidats, des collaborateurs face au travail. Il se trouve que BETC a récemment réalisé une étude sur le sujet pour le groupe Actual, groupe familial de travail temporaire, et les résultats sont étonnants. Je vous propose de les découvrir dans quelques instants en compagnie de Samuel Tual, président d'Actual Leader Group et partenaire de cette émission, Clément Boisseau, directeur du planning stratégique de BETC, et Flora Gebali, fondatrice de Coalition et auteure de Ma génération va changer le monde. Bonjour à tous les trois, alors, je suis ravie de vous recevoir et Samuel, je voudrais commencer par vous, je voudrais essayer de comprendre, vous qui avez commandé cette étude sur le travail et les nouvelles attentes en fait, autour du travail, pourquoi cette étude, qu'est-ce qui l'a motivé ? Comme vous le savez, nous sommes opérateurs sur le marché du travail, nous avons un réseau d'agences d'emploi et donc nous proposons de nombreuses offres de travail, de missions, un peu plus de 3000 en permanence, et nous avons bien entendu beaucoup de difficultés à trouver les compétences pour répondre à ces besoins. Et donc après la période que nous avons traversée, sans précédent, une crise Covid, avec une reprise d'activité très, très forte à suivre, on est confronté à ces difficultés et on avait envie de se poser la question, est-ce que le rapport au travail a changé ? Et on avait le sentiment que en 2 ans, il s'était passé des choses en termes justement d'impact sur la relation au travail, peut-être plus importantes que ce qui s'était passé depuis plus de 20 ans. Et donc cette accélération dans le changement, on avait envie de la comprendre. Et comme en réalité on entend de tout et n'importe quoi sur le sujet, on s'est dit que ce serait bien de façon scientifique d'avoir une étude sur laquelle on pouvait s'appuyer. D'où cette commande d'études à BETC pour essayer de mieux comprendre le rapport au travail. Alors vous dites, c'est très amusant, vous dites on entend tout et n'importe quoi. Et ce qu'on a beaucoup entendu, c'est quand même que finalement il y avait une sorte de désamour vis-à-vis du travail. Oui. Et Clément, quand on lit votre étude, pas du tout en fait. En effet, on était assez surpris. On a posé des questions de façon totalement agnostique, sans préjuger du résultat. Et la première découverte et la première surprise, c'est à quel point le travail reste central pour les gens. Parce que ça définit leur identité. On va avoir plus de 75% par exemple des 18-34 ans qui vont dire « je suis fier de parler de mon travail ». C'est un chiffre qui va être au-dessus des 50% également pour les 55 ans et plus. Donc la fameuse question « tu fais quoi dans la vie ?» quand on est dans une soirée, c'est pas pour rien qu'on la pose. C'est parce que le travail c'est central. C'est l'identité, c'est aussi parce que c'est synonyme de sociabilisation, d'apprentissage. En fait, c'est paré d'un certain nombre de vertus qui sont reconnues par l'ensemble des gens. Et ça, c'est vrai que c'était une vraie surprise. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre étude, elle est très dense, mais on a relevé quand même quelques points saillants et on est allé demander leur avis à quelques actifs que nous avons croisés dans la rue. C'est un reportage de Julien Gagliardi. En 2 ans, le travail s'est davantage transformé que ces 20 dernières années. C'est la conclusion de l'étude Si essentiel le travail de BETC pour Actual. Des attentes nouvelles des salariés avec la question de l'équilibre vie pro, vie perso de plus en plus forte. Par exemple, les 3/4 des sondés se disent prêts à quitter leur emploi au profit d'un cadre de vie plus agréable. Ouais, je pense que j'en serais capable tout à fait. En fait, j'ai déjà quitté mon job pour un cadre de vie plus agréable, en soi. J'étais chef de cuisine pendant plus de 20 ans et maintenant je suis dans le commerce. Je pense pas parce que j'adore mon job pour le coup, donc je suis pas sûre. Autre préoccupation nouvelle des salariés, plus de la moitié des sondés se disent prêts à être moins payés s'ils peuvent exercer un métier qui leur plaît vraiment. Oui, si c'est un travail pour servir la société, pour faire avancer la société, c'est très bien je pense que de faire beaucoup de sacrifices sur la rémunération et aider les gens. Privilégier oui la qualité de vie, mais sans aussi tomber dans la précarité. Je pense que c'est pas une mauvaise chose.
Voilà. C'est toujours mieux, je dirais, de passer du temps pour réussir à se développer personnellement plutôt que de s'abrutir dans son travail. Si vous ne gagnez pas bien votre vie, vous ne vivez pas bien non plus. Donc perdre une partie de mon salaire, je veux bien, mais il faut que ce soit quand même cohérent avec la vie que j'ai. Enfin, l'engagement des entreprises en matière d'inclusion ou d'environnement, par exemple, est de plus en plus plébiscité. Une grande majorité des Français se disent prêts à blacklister certaines entreprises qui ne correspondent pas à leurs valeurs. Nous, la jeune génération, on attend beaucoup d'engagement en général de la part des entreprises, que ce soit sur la qualité de vie, sur le salaire, sur la reconnaissance du travail. D'être traité correctement au travail, je veux dire, le respect des employés. On est vachement vigilant sur, déjà sur les orientations écologiques des sociétés et sur leurs engagements sociaux. Mon petit-fils, justement, qui est entré dans un cabinet d'architectes et d'ingénieurs, trouvait qu'il ne construisait pas assez écolo, il a donné sa démission, il est parti à la campagne et il fabrique des couteaux. Des attentes des salariés qui obligent les entreprises à accélérer le changement et mieux valoriser les talents. Des conditions nécessaires à leur survie. Flora Gebali, votre réaction à ce qu'on vient d'entendre? C'est super, je trouve que c'est très enthousiasmant déjà, spontanément. Et sur le fond, effectivement, les 2 dernières années, je ne crois pas qu'elles sont à elles-mêmes créé une révolution du travail. Je crois qu'elles ont juste montré le phénomène qui est en cours depuis 20 ans, qui est les conséquences de la révolution Internet. Il faut quand même savoir que Internet est une révolution de l'ampleur de la révolution industrielle qui a révolutionné, bouleversé le rapport des Français au travail. Et là, ce qu'on voit très clairement, c'est que toutes les conclusions de votre étude, qui est très pertinente, c'est ce besoin de sens, ce besoin d'être un acteur de la société, d'être un acteur citoyen. Quand on entend les Françaises et les Français dire qu'ils sont prêts à être moins payés pour avoir plus de sens et être un acteur de la citoyenneté, je trouve que c'est très enthousiasmant, mais que les entreprises et les politiques publiques n'ont pas encore pris la mesure de ce besoin. Et c'est ça qui crée une crise. Je ne crois pas qu'il y ait de crise sur le fond, je crois qu'il y a une crise parce qu'il y a un décalage entre les aspirations des uns et les attentes des autres. Et donc, ça remet profondément en question notre modèle économique. Et vous, Samuel, vous êtes en contact justement avec toutes ces entreprises. Est-ce que c'est donné à chacune des entreprises que de pouvoir répondre à cette demande de sens qui émane aujourd'hui des candidats ou des collaborateurs ? Je crois que ce n'est plus une option, effectivement, que d'essayer de répondre à l'attente justement des jeunes générations et des candidats à l'emploi. Ça a été très bien dit dans le reportage. L'entreprise s'engrandit quand même de la séquence Covid. C'est une structure, une sphère dont les Français ont confiance, et c'est plutôt rassurant. Mais par contre, ce qu'on ressent et ce qu'on entend, c'est que pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Effectivement, il y a une quête de sens, et au-delà du quête de sens de la mission confiée à la personne, le choix de l'entreprise, savoir pour quelle entreprise on va travailler, quels sont les engagements qu'elle porte, la contribution aussi que cette entreprise peut apporter par ses produits ou services à la société, sont vraiment très importants pour les candidats à l'emploi. Donc on a aussi évidemment les sujets de reconnaissance qui sont précisés, au-delà du salaire. Le merci peut parfois être bienvenu. Et donc, on voit bien que le rapport à l'entreprise évolue, et ça veut dire que les entreprises qui ne seront pas dans ce registre de travailler leur engagement, leur management aussi pour intégrer ces nouvelles dimensions, passeront à côté du rendez-vous et se mettent de fait en écart. Et moi, je le dis souvent dans mes engagements patronaux, parce qu'évidemment, les entreprises aujourd'hui râlent toutes parce qu'elles ne trouvent pas de ressources, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille, elles ont des difficultés de recrutement. Et à un moment donné, on dit aussi, mais regardez-vous, mais qu'est-ce que vous faites pour faire un effort aussi, pour attirer, pour travailler votre marque employeur et répondre justement aux aspirations, aux nouvelles aspirations des candidats à l'emploi. Clément, dans votre étude, vous avez relevé beaucoup de points qui en fait challenge aujourd'hui les entreprises. Quels sont ceux qui vous ont le plus marqué, vous, personnellement ?
Alors je dirais que c'est la conjonction de deux dynamiques. Il y a quand même une dynamique individuelle, c'est-à-dire que comme le travail c'est positif parce que c'est lié à l'identité de la personne, il y a d'abord une forme de reconnaissance à apporter à l'individu. C'est-à-dire que le fait d'être, on va dire, gouverné par les émotions, ça fait qu'on attend beaucoup d'empathie, beaucoup de gentillesse. Alors on peut se dire que ce mot il est un peu étrange, un peu galvaudé, pourtant en fait c'est une des premières attentes, c'est qu'on nous parle de manière humaine, qu'on nous considère comme des êtres humains et pas que comme des machines productives. Donc il y a un besoin de reconnaissance très fortement lié à l'individu. Et puis après, la dimension collective, c'est pas nouveau. C'est vrai qu'on en parle depuis un certain nombre d'années, mais ce qui est nouveau, c'est que ce soit aussi massif. Quel que soit le niveau de rémunération, quelle que soit la CSP concernée, quel que soit le type de métier concerné. Donc la question de la raison d'être des entreprises, c'est-à-dire en effet du service qu'elles rendent à la société, la façon dont l'entreprise est inclusive au sens large, c'est aussi un élément extrêmement important. On a été assez frappé dans cette étude de découvrir qu'en effet, un certain nombre de collaborateurs étaient, on va dire, un petit peu scrupuleux dans la façon dont leur entreprise discriminait ou pas des profils à l'embauche, par exemple. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Mais c'est intergénérationnel, ces problématiques-là, ou ça reste plus génération Z quand même? Globalement, c'est intergénérationnel, si on regarde la moyenne. C'est tiré par les plus jeunes, oui, mais c'est quelque chose qui est déjà rentré dans les mœurs au sens large, puisque, y compris sur les 55 ans et plus, on a des pourcentages assez élevés concernant ces attentes-là. Alors, c'est plus radical et plus fort chez les jeunes, mais les aînés ont commencé à regarder aussi ce qui se passe et sont quand même, évidemment, très à l'écoute des plus jeunes et s'en inspirent. Flora, vous qui avez écrit « Ma génération va changer le monde », comment est-ce que vous regardez ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule façon pour une entreprise d'être résiliente, ça va être de prendre des engagements qui soient à la fois environnementaux, on l'a beaucoup dit, mais aussi sociaux, comme vient de le décrire Clément. Tout à fait. Moi, j'ai été très surprise parce que je dirige donc une agence d'innovation écologique et sociale qui s'appelle Coalition. Et très vite, les entreprises sont venues à nous via la marque employeur, ce service-là qui s'occupe justement de faire des recrutements. Et je m'attendais à rencontrer plutôt des directeurs RSE. Et en fait, j'avais des DRH ou à la com, la marque employeur. Et donc, je leur disais, mais quel est le rapport? C'est votre métier. Enfin, voilà, vraiment, je suis arrivée naïvement dans cette branche-là de l'entreprise. Et on me disait, en fait, ça fait 15 ans qu'on a une politique d'investissement marque employeur qui ne porte pas ses fruits, qui n'est pas rentable. Et en fait, on investit sur la présentation de nos métiers. On va aller dans des forums, des salons étudiants. On va présenter ce qu'on fait. Mais en fait, c'est plus ça qui arrive maintenant quand on a fait des entretiens d'embauche avec des jeunes. Et alors ça, j'ai aimé cette anecdote. On m'a dit pire. On m'a dit, en tant que DRH, quand je reçois des jeunes, c'est eux qui me questionnent. C'est plus moi qui les questionne. Alors ça, j'ai trouvé ça génial. Et donc aujourd'hui, une entreprise doit répondre à une to-do list RSE. Pour pouvoir s'adresser à des jeunes. C'est comme ça. Et c'est tant mieux. Et heureusement que les jeunes sont là dans les entreprises. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'essayer de garder le lien et de pas faire une rupture dans la société où les entreprises vont que bosser les jeunes vont que bosser dans des startups et les entreprises ont beaucoup de mal à renouveler leurs talents et finalement, ça crée un peu des bulles où les gens cohabitent mais ne vivent pas vraiment ensemble. Et c'est pour ça que c'est vraiment aux entreprises de faire un pas vers les jeunes en travaillant leurs aspects RSE sur le fond et pas seulement sur la forme. Samuel, c'est en travaillant de la façon dont vient de décrire Flora qu'on évite cette fracture? Oui, bien entendu. Ça a été dit aussi dans l'étude, effectivement, le rapport de force s'inverse entre les entreprises qui étaient en position de force en tant que recruteuses et ces candidats à l'emploi aujourd'hui qui sont très exigeants. Et donc, effectivement, il convient de faire les efforts et de tenir compte de cette situation pour pouvoir justement apporter des réponses. On n'a pas parlé de la façon dont vous avez mené l'étude, de la méthodologie, mais vous avez quand même d'un côté ce que vous appelez en gros le mainstream et de l'autre côté les prosumers qui sont en fait la tendance de demain. Qu'est-ce que vous voyez monter, vous, comme aspiration qui reste encore un peu de l'ordre du signal faible, si on peut dire comme ça, et qui va monter? À quoi faut-il s'attendre en fait? Alors, oui, c'est pour ça qu'on utilise cette méthodologie dite des prosumers, parce qu'elle nous permet d'identifier des signaux faibles qui vont donner naissance à des tendances structurantes. Et c'est très important, justement, pour anticiper les discours et les attentes des gens. Alors, je dirais, et ça fait référence au reportage que l'on a vu,
Ce que je vois de plus faible et qui va sans doute monter, mais qui est assez fort chez les prosumers, c'est ce nouveau rapport à la rémunération. Alors, je ne vais pas tomber dans la naïveté de dire qu'en effet, tout le monde va se dire je vais être moins payé, parce que surtout dans un contexte inflationniste, on sait à quel point la question du pouvoir d'achat est prégnante. Mais c'est chez les prosumers qu'on est le plus près à faire une concession sur sa rémunération au service du sens et des valeurs. Et donc là, on a un écart plus fort que dans le reste de l'étude qui indique qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui va être sans doute structurant dans les années à venir. Et puis, il y a un deuxième élément qui est assez fort chez les prosumers, c'est une projection dans l'apprentissage continu. C'est assez intéressant parce qu'on voit que c'est la population de l'étude qui est la plus prête à reprendre des études, à se dire qu'elle va changer de métier, qu'elle va travailler pour plusieurs entreprises à la fois, qu'elle va avoir pas forcément uniquement une progression verticale, mais aussi horizontale, en découvrant de nouvelles expertises, ce qui est d'ailleurs assez corrélé avec ce point sur la rémunération. Si on progresse moins verticalement qu'horizontalement, on met des critères de réussite qui sont un peu différents. Samuel, vous le voyez ça déjà dans les candidats qui passent par votre groupe et vos services? Oui, moi j'étais très surpris au niveau de l'étude. Ce chiffre, je crois que c'est 48% des personnes interrogées qui déclarent que la formation initiale qu'ils ont suivie ne leur sert absolument pas par rapport au métier qu'ils occupent aujourd'hui. Donc ça montre un problème d'éducation et de formation initiale par rapport à l'attendu du marché. Et donc, et naturellement, comme il y a un écart important, que les formations initiales ne répondent pas aux besoins du moment ni à celles de demain, il y a un attendu fort côté entreprise pour dire c'est à l'entreprise de faire l'effort de formation pour que les compétences évoluent au fil du temps. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et effectivement, moi, dans le cadre de notre activité, on le constate quotidiennement parce qu'il y a une adéquation. Et donc, parce qu'il y a des inadéquations, il y a des enjeux de formation. Alors, juste avant l'embauche, par nos soins, ou dans l'entreprise, pendant la mission. Mais il faut adapter les compétences. Et puis, les métiers évoluent très vite, changent beaucoup. Et donc, c'est pour ça que la notion de métier qu'on a connue dans le passé laisse place maintenant au sujet des compétences. Voilà, l'addition des compétences pour pouvoir exercer le métier et la capacité, visiblement, la compétence, la qualité qu'il conviendra d'avoir demain, c'est celle de s'adapter, l'adaptation. Voilà. Flora, cette question d'adaptabilité, la question des soft skills plus globalement derrière, ça aussi c'est quelque chose qui monte principalement chez votre génération, mais peut-être même un peu plus largement? Moi, c'est un sujet que j'ai traité assez largement dans mon livre, parce que j'ai assisté alors, donc moi, j'ai 28 ans, donc je suis juste au-dessus de la génération Z. J'ai un an de plus que la génération Z. On va pas chipoter. Non, on va pas chipoter, mais voilà, je suis juste au début de ce mouvement-là. Et c'est vrai que, notamment chez les jeunes diplômés, non seulement, donc il y a une étude qui montre qu'un quart des jeunes diplômés sont en rupture avec les entreprises classiques et le système, donc il y a 25% de talents en moins sur le marché à la sortie des grandes écoles, il faut le dire. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, quand on est patron, il n'y a pas un jour où on ne s'inquiète pas sur le recrutement des talents dans les années à venir. Donc c'est un sujet central. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est à quel point c'est intéressant d'aller voir côté étudiant comment, notamment ceux qui sont dans l'association pour un réveil écologique, ceux qui s'engagent, on a vu le discours à la remise de diplôme de AgroParisTech ou de HEC plus récemment. En fait, il n'y a plus une remise de diplôme de grande école sans qu'il y ait un gros sujet sur l'inadéquation entre le système et leurs aspirations. Et donc, je pense qu'il faut... Je reviens sur ce que j'ai dit plus tôt, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention, mettre un point d'attention sur cette inadéquation, ce gap qui est en train de se creuser entre ces jeunes diplômés et les entreprises. Et en fait, c'est les entreprises qui doivent faire ce pas-là. Alors c'est sûr que dans une vision très capitalistique, actionnariale des choses, c'est compliqué de se dire qu'on va investir sur les jeunes, on va investir sur leur formation, puisqu'on a tendance à imaginer un talent comme une machine. On veut acheter une machine et on veut qu'elle soit la plus productive possible. Alors, mais en fait, il est temps de comprendre qu'il va falloir composer avec l'humain. Quand même, Samuel, et tous moi, ces signaux faibles. J'ai le sentiment que les entreprises, elles font déjà beaucoup, non? Quand même. Oui. Elles font beaucoup. Flora est radicale. Ah bon? Moi, j'en reçois beaucoup des entreprises. J'ai l'impression quand même qu'elles font beaucoup, déjà. Sauf que cette inadéquation entre offre et demande appelle maintenant des réponses. Et finalement, je pense que c'est ça qui ressort de l'étude et qui est très positif. C'est que ça montre qu'il y a des solutions.
Simplement, il faut regarder les choses un petit peu différemment. Et c'est aussi la raison pour laquelle moi, je milite pour qu'il y ait une vraie réforme, enfin en tout cas une prise en compte de ce sujet-là. C'est pour ça qu'on avait appelé à de véritables états généraux sur cette question, parce qu'on se rend compte que le cadre réglementaire qui est donné aujourd'hui, les dispositifs de formation existants, notre approche comptable du temps de travail, sur la façon d'organiser le travail, avec les difficultés de mettre en œuvre le travail à distance ou travail hybride dans un certain nombre de situations. Tout ça, on raisonne avec des outils du passé. Donc il faut remettre les choses à plat pour repenser les choses collectivement. Mais ces candidats, jeunes, acteurs économiques, entreprises, élus, acteurs dans les territoires, c'est tous ensemble que l'on pourra trouver des solutions. Mais il faut repenser le système. Vous disiez tout à l'heure, les métiers changent très vite, et c'est vrai, et la digitalisation y est pour beaucoup. Flora parlait tout à l'heure de la révolution Internet. Vous, dans votre étude, vous avez un chapitre sur cette digitalisation. Je me souviens d'une intervention de François Mickey-Marty de Via Voice qui avait décrit à quel point la 5G finalement faisait peur, par exemple, aux Français. Comment est-ce que les Français qui travaillent appréhendent cette question de la digitalisation? Est-ce qu'ils ont peur, parce qu'on entend régulièrement que finalement, plus tard, ce soit des robots qui fassent leur travail à leur place, pour schématiser? Alors, ils ont un peu peur. Oui, pour être honnête, ils ont un petit peu peur. On se rend compte qu'il y a une principale peur qui est liée à la disparition des emplois. Alors, peut-être que dans d'autres pays, on aurait eu des chiffres moins radicaux. On sait par exemple la Corée du Sud, qui est le pays au monde où il y a le plus de robotisation aujourd'hui. Ça n'a pas détruit d'emplois, ça en a créé des nouveaux, y compris pas forcément des emplois les plus qualifiés. Donc, je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire. Parce qu'en effet, en France, on s'inquiète de la disparition des emplois à cause de l'automatisation. Puis la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'on a peur que ça nous rende plus solitaire dans le travail. Et on a peur de la coupure sociale qui, aujourd'hui, normalement, existe dans le monde du travail. C'est fait pour discuter, rencontrer, interagir. Et on a peur de ça. Si on est substitué par un robot ou si on bascule en tout digital, on a peur aussi d'une forme de solitude dans le rapport au travail. Donc, il y a en effet un certain nombre d'inquiétudes. Et alors après, ce qui va être assez curieux et intéressant, c'est que ce sont les plus jeunes qui ont le plus peur de la digitalisation. Alors qu'ils sont digital natives, comme on dit. Justement, il y a deux interprétations possibles. Soit ils se disent qu'ils sont beaucoup plus lucides parce qu'en fait, ils voient à quel point ça va vite et que le métaverse, dont on parle beaucoup, qui n'existe pas encore complètement, mais qui commence à être là, va très vite. Et donc, ils se disent, ça va tellement vite que même moi, peut-être, je vais être dépassé. Ou alors, ils sont un peu pessimistes. Et à l'inverse, les 55 ans et plus sont plus optimistes parce que, après tout, les plus anciens ont travaillé sans Internet et, bon an, mal an, ont quand même réussi à s'y mettre, même mieux que pas bien d'ailleurs pour la plupart. Et donc peut-être que là, il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Mais oui, c'est assez curieux que ce soit les plus jeunes qui soient les plus inquiets. Mais c'est là où la question de la formation va revenir finalement très vite sur le tapis, Flora. C'est-à-dire que si on veut garder les gens en entreprise et les garder mobilisés sur le travail, il va falloir les former tout au long de la vie et ça, il va falloir l'intégrer à un moment ou à un autre. Oui, mais c'est pas seulement la formation pour la formation. Tous les ans, j'exige d'avoir des nouvelles compétences. C'est aussi comment on se met au service d'une cause et au service d'un sujet avec toutes les compétences qu'on est capable de développer. Et en ce sens, la loi Pacte, qui parfois est considérée comme certaines entreprises comme un peu on parle maintenant de mission washing. Moi, j'adhère pas du tout au mission washing parce que je pense que même si ça paraît justement un peu soft, un peu à côté, il y a des entreprises qui ne comprennent pas encore à quel point c'est profond et c'est vertueux de se doter d'une raison d'être et de devenir une entreprise à mission. Et en fait, quand on recrute des talents sur ce postulat-là, voilà, ça c'est notre raison d'être, ça c'est la cause pour laquelle vous allez vous battre chez nous. Et si vous avez besoin de nouvelles compétences, on sera là pour vous aider parce qu'on est tous au service de cette cause. Et donc nous, on est là pour mettre les conditions en place au service justement de cette mission, de cette raison d'être, alors je pense que là, ça redonne beaucoup de sens. Et cette loi Pacte, elle est vue un peu par certaines entreprises comme un sujet à côté, mais nous, on encourage beaucoup, en tout cas nos clients et ceux qui viennent nous voir, à y aller vraiment sincèrement et à justement réorganiser l'entreprise autour de ça. C'est un sujet qui est très stratégique.
À condition, effectivement, que ce soit suivi d'engagement et de preuves, parce qu'aujourd'hui, tout va très vite et sur les réseaux sociaux, on sait que parfois afficher quelque chose trop tôt, c'est pas forcément la meilleure option. Samuel, en fait, il va falloir que les entreprises présentent maintenant aux candidats de véritables projets pour pouvoir embarquer et recruter de nouveaux collaborateurs et avoir une espèce de vision long terme qu'on avait peut-être effectivement un peu perdu à un moment. Oui, je pense que c'est plus une option. On avait qualifié ça avec le terme RSE. Et aujourd'hui, c'est plus optionnel. Enfin, il faut que les entreprises se posent la question sur leur raison d'être, intègrent évidemment un certain nombre de dimensions, notamment par les enjeux environnementaux, et puis accueillent leurs collaborateurs de façon aussi à considérer les individus et les faire grandir dans l'organisation en lien évidemment avec ce que disait Flora, le sens donné à la mission. Donc tout ça, je trouve que c'est plutôt positif globalement, et ce sont des beaux sujets. Et c'est plein d'espoir et plein d'avenir, à condition effectivement de les prendre en compte et se les approprier pleinement. On avait eu peur à un moment à la sortie du Covid que l'entreprise en tant que corps social n'existe plus. Finalement, Clément, votre étude montre qu'au contraire, elle va perdurer. C'est juste peut-être la relation qui change. Oui, alors... complètement, elle va perdurer a priori. On aurait peut-être des chiffres un peu différents aux États-Unis où on sait que par exemple avec le concept de Great Demission, Great Resignation, on a un peu des difficultés à faire revenir les gens dans l'entreprise et où la tout-digitalisation pour le coup a un petit peu fragilisé le corps social de l'entreprise. En France, on est sur un équilibre qui a l'air de manière un peu organique se faire plus sainement, je dirais, et où il y a plus de volonté de retourner dans l'entreprise et de continuer à agir comme un corps social. Après, c'est vrai que c'est quelque part pas facile et un peu, je dirais même injuste entre guillemets, parce que les entreprises, en effet, on est assez promptes à dénoncer un comportement qui serait de l'ordre du mission washing, etc. Alors que dans la écrasante majorité des cas, quand même, les démarches sont sincères, l'envie est là. Donc après, je pense qu'il y a un vrai enjeu de communication. Peut-être qu'elles le communiquent mal, peut-être qu'elles embarquent mal leurs parties prenantes, mais c'est vrai que c'est compliqué de se dire qu'on va avoir un séparatisme dans des entreprises entre une population plus jeune et une population plus âgée, alors que au fond, et c'est ça qui est bien quand on a une étude quantitative, on objective des faits, il y a plus de points communs que de différences entre les générations. Après, en effet, à la communication, d'aider les entreprises à réunir tout le monde, à fédérer tout le monde autour d'un projet, autour d'une vision, et qui soit bien sûr ancré dans une réalité de preuve pour être crédible. Merci beaucoup Clément Boisseau, directeur du planning stratégique de BETC, Samuel Toal, président d'Actual Leader Group, et Flora Gebali, fondatrice de Coalition et auteure de Ma Génération va changer le monde. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro de Human and Work sur Bismart. C'était Human and Work avec Actual Group. Actual Group, construisons ensemble votre travail.